Méga, peut-être à la suite de Maître Moustapha Ngouana a juste indiqué que celui dont il parle et qui est présenté dans certains milieux comme celui qui remplacerait le président de la République n'a jamais annoncé une quelconque candidature et que finalement, Maître Moustapha Ngouana, il semble que vous faites de la futurologie. Je suis puisque vous avez indiqué tout à l'heure justement que vous ne faites pas de la futurologie. On va s'en tenir à cela. Deuxième chose, Adil Méga, cette analogie qu'il fait, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu tiré par les cheveux? Est-ce que les situations sont les mêmes? Le Gabon et le Cameroun, on a au Cameroun un chef de l'État qui, on va dire ça comment, qui tient les rênes du pouvoir, qui gouverne et qui n'est pas dans la situation de celui qui a été renversé au Gabon, qui physiquement, on le reconnaît, était affaibli, puisque lui-même a reconnu pendant la campagne électorale, Ali Bongo, que depuis son AVC à Riyad en octobre 2018, il avait quelques soucis et que c'est maintenant qu'il est en train de reprendre des forces. Les situations ne sont pas les mêmes. Je suis un peu surpris, n'est-ce pas, d'entendre la philosophie politique de mon promotionnaire secondaire, notamment dans le cadre de son rêve. Mais c'est le Cameroun qui fait rêver les autres pays. Et je vais vous dire pourquoi le Cameroun fait rêver les autres pays. Il y a un concept qu'on appelle la majorité présidentielle, qui fait en sorte que, à l'issue des élections, le chef de l'État, notamment le président national du RDPC, regarde ceux qui ont mouillé le maillot dans le cadre de l'opposition et qui ont donné, n'est-ce pas, des raisons valables et fait, n'est-ce pas, un gouvernement d'ouverture. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais ici, c'est largement fait. Parce que je peux citer notamment le président national de l'UNDP. Je peux citer notamment le président du PADEC. Je peux citer le feu président du MDR. Je peux citer le président de l'ANDP. Je vous aide même. Oui, je peux aller au-delà pour dire qu'il y a eu ouverture, M. Massouma, pour parler d'ouverture. Je vais également dire qu'en ce qui concerne également le dialogue, nous sommes dans un pays de dialogue. Et comme vous pouvez le constater, le chef de l'État a déjà fait 2 grands dialogues. Premier dialogue, la tripartite, dans les années 1990, et le grand dialogue qui s'est passé récemment pour démontrer qu'il y a, n'est-ce pas, une sorte d'ouverture dans le dialogue. Et je crois que les résolutions du dialogue sont en train d'être appliquées et sont le plus souvent appliquées. Je voudrais également dire que le chef de l'État a allé au-delà de ce que les gens estimaient, a fait une décentralisation. Une décentralisation qui crée également des pouvoirs périphériques. Et ces pouvoirs périphériques-là sont gérés de façon autonome par les populations en place, notamment les riverains, notamment les élites autochtones, qui le gèrent à travers des élections libres, les maires des villes, les présidents des régions qui sont en place et qui travaillent. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement une confiscation du pouvoir sur le plan central, mais il y a également un pouvoir périphérique qui se joue avec toutes les composantes sociologiques. Mais est-ce que je dois dire que le vice-président du SDF est questeur à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faudrait que j'aille loin pour chercher qu'il y avait un vice-président de l'Assemblée nationale qui était du SDF, il s'appelait Mbandam? Est-ce qu'il faudrait que je dise que le président du PCRN est secrétaire à l'Assemblée nationale? Il y a un partage. Le chef de l'État étant monsieur qui partage. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. Lorsque les gens viennent... Quand vous dites les autres, vous pensez à qui? À d'autres pays. Lorsque les opposants viennent empoisonner les mentalités, ils doivent savoir que nous nous sommes éclairés et ils doivent actualiser, n'est-ce pas, leurs données. Il a dit que rien n'est réussi au Cameroun. Tous les chantiers sont perdus, notamment le deuxième pont du Voulu sort de la cuisse de Jupiter. Naturellement, la centrale à gaz sort de la cuisse de Jupiter. Le port complexe industriel de Kribi sort de la cuisse de Jupiter. Les hôpitaux de référence de Garoua, de Bafoussam sortent de la cuisse de Jupiter. Moi, j'aimerais à ce que lorsque vous venez dans une émission, que vous soyez préparés à pouvoir, n'est-ce pas, donner aux Camerounais une information réelle et, si possible, avoir, n'est-ce pas, la mesure dans la manière de parler, parce que, auquel cas, il faudrait être rigoureux et avoir des chiffres. Pour vous dire que... Mais quand il y a le complexe de l'Embe n'est pas achevé... Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que sur 4... Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce qu'il oublie de dire, c'est que sur 4 stades, il y a 2 stades qui sont en phase de finition et qu'il y a 2 stades qui 4 ans après la Coupe d'Afrique 2019. 4 ans après la Coupe d'Afrique 2019.
vous ne respectez aucun chantier. Les enseignants, OTS, la crise anglophone, Boko Haram, tout ça, c'est des choses que nous ne souhaitons pas. Alors, et qui peuvent tout gagner, ne sommes pas. Je vous ai écouté religieusement, mais j'invite à la rigueur, lorsqu'on vient sur un plateau aussi sérieux qui est mondial, à la rigueur, parce qu'il y a des projets qui ont réussi et il y a des projets qui sont en phase de finition. Et naturellement, comme vous le savez, nous ne sommes pas un pays qui n'a pas de problème. Nous avons également eu des guerres, notamment avec Boko Haram, notamment avec l'affaire Bakassi et avec le Nord-Ouest qui a plombé un peu l'économie. Donc, il faut être réaliste pour le reconnaître. Et nous avons traversé une longue, j'allais dire une longue traversée, excusez-moi la répétition, de la crise économique et nous sommes allés même au PPTE. Il faut être réaliste quand vous parlez aux Camerounais. Moi, j'appelle à la rigueur dans les débats télévisés. Pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun est un pays exemplaire ou un exemple, parce que sur le plan de la démocratie, il y a ouverture. Et vous pouvez constater comme moi que même lorsqu'il s'agit de concertations électorales, il y a, n'est-ce pas, les partis politiques qui se rassemblent avec et les CAM arrêtent, n'est-ce pas, un fil conducteur de travail à la veille des élections, et notamment avec les gouverneurs et les préfets, ils font des réunions de concertation pour faire en sorte que les élections se déroulent bien. Donc, il y a une concertation qui se passe au Cameroun, c'est pas la même chose qu'avec les autres. Maintenant, en ce qui concerne la préoccupation où on me dit que j'ai tenu des propos assez excessifs, c'est pas moi qui le dis, c'est les Gabonais qui le disent. J'ai suivi de longue haleine l'évolution au Gabon. Ils disent que leur président était une honte parce que, disent-ils même, il n'arrivait même pas à signer les documents parce qu'il a des mains immobilisées et on soupçonne que ce soit sa femme et son fils qui faisaient tout à leur place et qu'il y aurait eu des réunions où on lui aurait dit vous êtes extrêmement fébrile, extrêmement fatigué, il faut vous reposer. Il a insisté et c'est à ce moment-là que on l'a mis entre parenthèses pour pouvoir, n'est-ce pas, sauver le système. Il y a un deuxième volet de sa question. Lequel? Quel volet? Il y a un deuxième volet de sa question. Si vous faisiez référence à d'autres chefs d'État qui seraient dans des situations physiques aussi difficiles. On ne fera pas la fine bouche en disant que l'ex-président Ali Bongo était extrêmement fatigué, ce qui est le contraire des autres. Nous avons un président qui parle, qui fait des discours, qui marche, qui assiste, n'est-ce pas, à les fêtes nationales et il est en pleine forme, contrairement, n'est-ce pas, à... Vous parlez de quel président? Je parle de mon président national, le président Paul Biya. Ah, d'accord. Alors maintenant, puisque nous parlons de la démocratie marche avec droit de l'homme. Et cette semaine, vous le savez, André Luther-Mbeka, il y a une situation justement compromettante des droits de l'homme. Il y a une dame, Suzanne Zamboué, l'épouse d'un cadre du MRC, Pascal Zamboué, qui est en ce moment détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis 3 ans. Il a été condamné à 7 ans de prison après les marches blanches de 2020. Son épouse a été assassinée à son domicile au quartier Jouvence. On l'a retrouvée ligotée, torturée et baignant dans une marque de sang. Radio France Internationale parle d'une consternation au Cameroun après la découverte de ce crime. Ça vous suggère quoi comme commentaire? D'abord, je voudrais adresser toutes mes condoléances à la famille du MRC qui a perdu, notamment dont le cadre a perdu son épouse, et adresser mes condoléances à M. Zamboué. Vous savez, il est très difficile lorsque vous êtes dans un état délictueux et que vous perdez, n'est-ce pas, votre femme, c'est affectant et c'est qu'il reçoive ma compassion. Et je voudrais dire que cela part de l'ordre du monde. Il y a les stoïciens, peut-être que je serai philosophe, qui disent que il y a des choses que nous pouvons, il y en a d'autres que nous ne pouvons pas. Il y a ce qui relève de Dieu, il y a ce qui relève de nous. Et ce qui relève de Dieu, c'est effectivement la mort. Donc la mort ne se signale pas. Oui, mais la mort dans ces conditions... La mort est toujours, n'est-ce pas... C'est pas une mort naturelle, là, ce qui paraît. Est toujours fatale. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une sorte de perfidie dans cette histoire, pour la simple raison que on voudrait faire de ça un assassinat politique. Et moi, je suis un peu réticent par rapport à ce genre de posture. Parce que lorsque j'entends, j'ai appris qu'elle était en Europe. Elle est rentrée avec un peu d'argent, naturellement. Et peut-être qu'elle était filée, peut-être qu'il y avait des brigands qui suivaient, n'est-ce pas, le cours de l'affaire. Moi, je crois qu'il s'agit d'un règlement de compte. Il faudrait que nous soyons prudents de faire de ça un assassinat
politique. Parce que les assassinats politiques, il n'y en a plus au Cameroun depuis près de 30 ans. Il n'y en a plus au Cameroun. Et assassinat politique, pour quel but? Quel est le rôle essentiel qu'elle joue pour pouvoir inquiéter tant le pouvoir en place? Non, je crois que c'est aller en précipitation, aller vite en besoin. Il faudrait que nous fassions confiance, notamment à la justice, et que les enquêtes puissent être accélérées pour que nous sachions qui a été, n'est-ce pas, l'auteur du crime crapuleux. Une fois de plus, je voudrais adresser mes condoléances à la famille du MRC. Alors,